Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast WNBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce mercredi après-midi pour un nouveau rendez-vous autour du basket féminin et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast et très heureux évidemment d'être accompagné de Tom. Salut Tom. Salut Chris, salut tout le monde. Ouais, très heureux de vous rejoindre encore une fois pour parler de WNBA avec toi. Il y a eu encore pas mal de choses à suivre sur les jours qui se sont passés, donc on va pouvoir décortiquer tout ça ensemble. C'est ça, 4e épisode de la saison pour nous dans le podcast WNBA. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre, à interagir avec nous aussi, que ce soit sur Twitter en particulier, sur le Discord communautaire. Donc on vous salue, on vous remercie. Les comptes de franchise et d'autres membres des réseaux sociaux avec qui on peut discuter de cette WNBA. Ça nous fait bien plaisir et ça nous donne envie de continuer, de vous proposer le meilleur travail qui soit. N'est-ce pas, Tom ? C'est ça, exactement. Nous, on prend vraiment du plaisir à suivre cette ligue là, depuis le début de la saison. Comme je te le disais, et je poursuis mon propos, je suis vraiment agréablement surpris du niveau global de cette ligue. De l'impact de chacune des joueuses. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ça avec vous et de vous faire monter dans le train, comme on dit. Ouais, exactement. Donc, on va essayer de vous proposer encore un contenu de qualité dans cet épisode du jour. Allez, on va attaquer tout de suite avec le point qu'on a mis en place la semaine dernière avec les joueuses de la semaine pour démarrer. La WNBA nous propose ses joueuses tous les mardis soirs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on peut rebondir dessus avec toi, Tom. Et donc, on a 2 joueuses, une à l'Est, une à l'Ouest, et je te laisse les nommer pour ceux et celles qui n'ont pas l'information. Eh écoute, pour le Connecticut Sun qui nous fait un début de saison énorme, on a Dewana Booner qui a été élue joueuse de la semaine cette semaine avec 20,3 points de moyenne, 4,7 rebonds et 2,3 passes. Vraiment Bonheur qui nous fait un gros début de saison. Globalement, de toute façon, le Sun nous fait un gros début de saison. On reviendra dessus dans quelques instants. Et puis de l'autre côté, c'est à Phoenix, les joueuses du Mercury avec Kalea Cooper qui a été monstrueuse. Cooper sur ce début de saison qui a enchaîné des performances, des matchs à plus de 30 points. Qui tourne du coup à 29,7 points, 3,3 rebonds et 1,7 interceptions de moyenne sur la semaine. Ça a été un peu plus compliqué hier contre le Sun. On reviendra aussi un petit peu dessus. Mais non, 2 joueuses de la semaine méritées des grosses stats et puis des équipes qui ont très bien roulé la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Bon, après, la vérité d'une semaine n'est pas toujours la vérité de l'autre. Ça, c'est ce qu'on a pu voir la nuit dernière. On va en parler. Pour le Sun, 2 joueuses, 2 semaines. 2 joueuses de la semaine pour la conférence Est, du coup. Et c'est pas nécessairement la première fois que ça arrive, parce que c'est vrai qu'on s'est posé la question hier en off, Tom. On s'est dit, tiens, est-ce qu'en NBA ou en WNBA, c'est déjà arrivé d'avoir une équipe qui fait le back-to-back, entre guillemets. Et il y a déjà eu du passif. Qu'est-ce qu'on avait noté? C'était le compte WNBA Time là qu'on salue qui nous a donné les infos. On a eu AJ Wilson qui a fait le back-to-back l'année dernière, Las Vegas qui avait eu 4 fois de suite aussi une joueuse de la semaine, Chicago aussi il y a quelques temps de ça. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'inédit, mais ça reste quand même un exploit à souligner et qui montre évidemment cette très belle première partie de saison. On n'en est qu'au début pour cette équipe du Connecticut Sun. On rebondit, sur ces 2 joueuses-là qui étaient en affrontement hier. Du coup, Tom, le hasard du calendrier nous a proposé ce match entre le Phoenix Mercury et le Connecticut Sun. Alors, match, il y en a eu un dans le premier quart-temps, très honnêtement, où il y avait juste un écart de +2 en faveur de Connecticut. Et après, ça a été assez effroyable pour Phoenix avec une adresse à 3 points famélique. C'est ça, c'était un carnage. Score final 70-46, c'est-à-dire qu'une équipe professionnelle ne dépasse pas 50 points dans un match. C'est vous dire à quel point déjà elles ont mal shooté, elles ont mal joué. Et puis ça montre aussi les qualités défensives de ce Sun qui est invaincu sur ce début de saison. Après 6 matchs, 6 victoires. Tout simplement la meilleure équipe de la ligue. Globalement, le Sun est assez impressionnant dans l'effectif. On note plusieurs joueuses très talentueuses avec des anciennes MVP, avec Alyssa Thomas, Dewana Bonheur, bien évidemment, Dijonay Carrington. Moi, c'est un coup de cœur, Dijonay Carrington, défensivement sur ce début de saison, c'est un truc de fou. Elle m'avait impressionné déjà, je crois que c'était sur l'un de ses premiers matchs. Je me souviens plus si c'était contre le Liberty ou contre le Fever, mais elle avait pris les choses en main et défensivement,
c'est vraiment un aimant. Ça me fait penser un petit peu à, tu vois, du Lugensdort sur Ok. le côté un peu parallèle. Hyper mobile, ça peut switcher sur tout et ça embête vraiment le meilleur score adverse, les meilleurs scoreurs adverses. Donc non, le Sun est assez impressionnant de domination physique, globale, tactiquement, les mises en place tactiques. Tu sens que c'est travaillé. C'est-à-dire que c'est pas du basket un petit peu où ça va prendre des pull-ups en transition. Ça met en place des systèmes. Ça joue vraiment sur les qualités et sur les forces physiques. Donc non, le Sun est assez impressionnant. Et puis bah redescente sur terre un peu sèche pour le Mercury. Après la semaine énorme de Kelly Cooper, bah là hier elle nous a sorti un match, on va dire un petit peu plus mesuré. Mais oui, fallait entre guillemets que ça redescende sur terre. Les pourcentages au shoot étaient tellement monstrueux que c'était sûr que ça allait être compliqué de garder ce niveau-là toute la saison. Pareil pour Tasha Cloud, qui est pour le moment, si je ne dis pas de bêtises, la meilleure passeuse de la ligue en moyenne avec 8,8 passes. Bah hier, tu vois, ça tourne à 3 passes. Cooper qui ne met que 7 points. Donc non, non, vraiment, le Sun a réussi vraiment à limiter les joueuses du Mercury et à les écraser, quoi. Ouais, c'est ça, juste deux, trois chiffres hein, pour aller dans le sens de tout ce que tu nous dis depuis quelques instants. Donc les 47 points, c'est la seconde pire marque offensive d'une équipe dans l'histoire de la WNBA. Alors on sait que la WNBA est là depuis 1997, si je ne dis pas de bêtises, fin des années 90 en tout cas. Donc elle n'a pas 75 ou 76 ans comme peut l'avoir la NBA, mais voilà, il y a quand même plus de 20 ans de passif, et c'est donc la deuxième pire marque, hein, ce match d'hier pour le Mercury. Le pire score, c'était 45 points qui avait été marqué par les Stars de San Antonio en 2015. Voilà pour la petite info historique. Mais voilà, c'est vrai qu'une adresse catastrophique, 1 sur 27 à 3 points pour l'équipe du Mercury, qui ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là, de toute façon. Et voilà, et après, c'est vrai que bon, le 1 sur 27 est caricatural à outrance, mais à côté de ça, tu as une équipe du Mercury qui affronte, tu l'as dit, cette équipe du Sun qui est invaincue, seule équipe de la Ligue invaincue. On savait que cette équipe du Connecticut allait être une équipe intéressante à suivre et qui pouvait être un vrai trouble-fête entre Las Vegas et New York qu'on voit très haut cette année. Mais pour l'instant, c'est plus que des troubles-fêtes, c'est d'équipes, personne n'arrive à les battre. Et Phoenix s'est cassé les dents hier sur ce beau collectif. Pour enchaîner un petit peu, Tom, donc on va découler un petit peu sur le classement. Donc on a cette équipe du Sun qui est donc première de la ligue, invaincue, 6 victoires, 0 défaite. Derrière, on a le Lynx, on en avait parlé un petit peu déjà la semaine dernière, 4 victoires, 1 défaite. La dynamique aussi est toujours bonne pour cette franchise de Minnesota. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, on était vraiment sur un début de saison tambour battant pour le Lynx, qui a réussi aussi à enchaîner cette semaine en s'imposant contre le Dream d'Atlanta 92-79 dans un match qu'elles se sont rendues assez facile. La suite sera un peu plus compliquée. On en reparlera dans les matchs à venir, mais le calendrier va commencer à se corser un petit peu. Pareil, le Sun a eu un calendrier relativement facile sur ce début de saison en affrontant le Fever, en affrontant le Sky. Moi, j'ai le souvenir d'une très belle opposition la semaine dernière entre le Lynx et le Sun, avec une fin de match assez folle qui s'est jouée vraiment sur la dernière possession. Mais oui, c'est des équipes qui entament bien cette saison, qui sont agréables à regarder jouer, avec des joueuses dominantes. Là, on a parlé des joueuses du Sun, mais on a toujours Nafisa Collier avec le Lynx qui est ultra dominante et qui est vraiment esthétiquement belle à voir jouer au basket. Donc non, c'est deux équipes qu'on le vend en poupe plutôt sur ce début de saison. Et puis qui sont suivies de près par les grosses écuries. Sont suivies de près par les grosses écuries. C'est ça, exactement. Les deux équipes qu'on attend haut dans cette saison-là, les Aces et le Liberty. Donc Las Vegas qui est sur un bilan de 3-1. Ok, y a pas de... on va en parler tout à l'heure, de toute façon, d'Aces un petit peu plus tard, donc on les met entre parenthèses. On peut parler du Liberty. Le bilan, 4 victoires, 2 défaites. Mais le problème, c'est qu'on est sur 2 défaites de suite pour cette équipe de New York. Alors très honnêtement, au-delà du bilan, et pour avoir un petit peu lu et discuté avec pas mal de gens sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec le compte du Liberty, avec Ghislain de Switch et avec d'autres personnes, c'est vraiment dans le contenu. Depuis 2 matchs New York, c'est vraiment pas fou. C'est vraiment pas fou. C'est-à-dire que ça shoot énormément en transition. Là où il y avait eu des choses agréables sur le début de saison, même si c'était un calendrier un peu plus sympa,
avec Sabrina qui avait un peu plus la balle en main et qui avait un peu plus ce rôle de distribuer et de mettre en place. Là, on est reparti un petit peu sur un jeu un peu freestyle avec Jonquel Jones qui se frustre énormément sur les 2 derniers matchs, qui se plaint pas mal de l'arbitrage et qui se plaint de ne pas recevoir les ballons où il faut. Donc ouais, non, dans le contenu, je suis un petit peu déçu là, de cette équipe du Liberty qui a l'air de se reposer un petit peu sur ses lauriers et sur un effectif qui est monstrueux, hein. Bien évidemment, pas de conclusion hâtive. C'est pas à ce moment-là de la saison qu'on les attend. Elles savent très bien qu'une saison est quand même longue et qu'il faut se mettre en place pour les playoffs. Mais va falloir se remettre assez rapidement, assez rapidement en jambes pour les joueuses du Liberty et repartir sur une dynamique de victoire. Ouais, parce que c'est vrai que cette saison, on a vraiment un resserrement du niveau général. Alors oui, à côté de ça, on a des équipes comme le Fever ou les Mystics qui sont sur un bilan assez moche, mais mettons-les, même si le Mystics peut proposer des choses, même le Fever aussi, mais ça peut être des matchs accrochés de temps en temps. Mais le niveau global, tu prends une équipe comme Dallas, Seattle, Phoenix, Chicago, alors Atlanta, l'échantillon est plus petit parce qu'elles n'ont joué que 4 matchs à l'heure actuelle, quand certaines en ont déjà joué 6 ou 7, voire plus. Donc bon, c'est assez étonnant, mais en tout cas, le niveau général se resserre et tu peux plus uniquement te baser sur le talent de tes stars, en fait. Parce qu'il suffit que tu aies un pourcentage d'adresse qui n'est pas bon sur un soir ou deux, une joueuse qui se frustre, et à côté de ça, un collectif qui fait bien tourner le ballon en face, et voilà, tu prends une défaite dans le bilan. Juste un petit point, gros bémol même, sur l'adresse de Sabrina Ionescu. T'as Sabrina, Tom, c'est pas terrible, hein, on est à quoi, 27% à 3 points si je dis pas de bêtises. Il va falloir retrouver. On sait qu'elle est capable et elle va pas être à 27% toute la saison. Mais c'est vrai que pour l'instant, on s'était dit, bon, allez, 1, 2, 3 matchs. Mais là, on en est déjà à combien là? Du coup, on en est à 6 matchs. Et elle est en vraie galère d'adresse. Ouais, non, son pourcentage n'est pas bon. Là où c'est vrai que l'année dernière, elle surnageait. C'était des pourcentages limite irréalistes où elle rentrait des shoots, c'était vraiment n'importe quoi. Donc c'est sûr qu'enchaîner 2 saisons all-time comme ça, c'est jamais facile. Et puis à part Steph Curry, moi au shoot, j'ai jamais vu des joueurs ou des joueuses enchaîner des saisons de ce calibre-là. Mais c'est sûr que les pourcentages sont pas fous. Et pourtant, tu vois, globalement, c'est des shoots relativement bons qu'elle prend. C'est-à-dire qu'elle force pas forcément des shoots. Il y a quelques shoots en transition, mais ça reste une shooteuse. Donc la confiance va revenir. Moi, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. C'est plus sur sur le collectif, sur les ajustements de jeu, sur comment utiliser Stewart et Jones en même temps, sur vraiment donner les clés les clés de la mise en place des systèmes à Sabrina et du coup en faire une joueuse un peu moins shooteuse peut-être, ce qui est dommage, mais qui a vraiment des qualités aussi à la passe. Et donc ouais, non, il y aura déjà des ajustements à faire pour le Liberty, mais je me fais pas trop de soucis. Et puis Sabrina, pareil, je me fais pas de soucis, j'ai confiance en elle. Bon, on va suivre la semaine du Liberty avec grand intérêt. Avant de se concentrer un peu sur nos focus de la semaine, Tom, est-ce qu'il y a une dernière équipe sur laquelle tu souhaites faire une petite mise en avant là? Bah écoute, on peut parler rapidement du Sky de Allez, Chicago, si ça t'intéresse. Pareil, le Sky, c'est une équipe qui a été fortement hypée, comme on dit, avec la draft d'Angel Reese et de Cardozo, qui devrait faire ses débuts dans pas trop longtemps, mais on en reparlera. Moi, je suis agréablement surpris par cette mentalité du Sky et ce que nous propose le Sky, coaché par Teaspoon. On sent vraiment l'expérience et cette envie avec un effectif qui est loin d'être le meilleur de la ligue. Mais il y a du talent, donc c'est un effectif à bosser. Au niveau du bilan, c'est 2 victoires, 3 défaites. De toute façon, on ne s'attendait pas à mieux. On sait que c'est une saison entre guillemets de transition et de reconstruction pour le Sky. Mais il y a des choses intéressantes. Et puis, alors on a parlé d'un coup de cœur la semaine dernière de Cameron Brink. Moi, j'ai aussi un gros coup de cœur pour Angel Reese, qui est vraiment impressionnante. Là où tu vois, j'avais un petit doute, parce que physiquement, c'est quand même une bête, Angel Reese. Moi, je suis assez impressionné par sa mobilité. Sa mobilité, son intelligence à aller obtenir des fautes. Donc non, je vais continuer à suivre cette équipe du Sky, qui est cool à voir jouer, et puis qui nous offrira des belles affiches dans les jours à venir. Ouais, c'est ça. Le calendrier de Chicago va être intéressant. Si vous voulez découvrir cette équipe-là,
Ça peut être pas mal de faire focus sur cette équipe de Chicago dans les jours à venir et dans le week-end en particulier, avec des belles confrontations pour elle. Allez, on va passer à faire un petit focus, Tom. On a 2 focus, on en a un chacun à la limite, si tu veux. Euh, Tu veux commencer par quoi? Est-ce qu'on commencerait pas par Cameron Brink? Allez, la joueuse des Sparks. Il y a eu un match hier contre Indiana. Bon, match où il n'y a pas eu d'exploit incroyable ou de performance dingue, mais au-delà de ce match qui est passé donc de la nuit de mardi à mercredi, on voulait faire un point autour de cette joueuse draftée numéro 2, hein, juste derrière Caitlin Clark. C'est ça, en fait, on en avait parlé un petit peu dans le podcast la semaine dernière où moi je disais que potentiellement j'aimerais bien en faire ma favorite pour le trophée de rookie de l'année. Elle est impressionnante. Elle est impressionnante de polyvalence défensive. On va revenir rapidement sur des statistiques un peu globales. Tu vois, on est sur 10 points, pratiquement 6 rebonds et 2 passes et demi de moyenne par match. Donc, ce qui pour une rookie, c'est déjà pas mal. Sur un temps de jeu assez limité, on est sur 25 minutes de temps de jeu. Pas forcément dû à des blessures ou quoi, ok, c'est un problème de faute, généralement. C'est une joueuse qui a tendance à prendre assez rapidement des fautes. Donc là, il y a vraiment un axe, une marge de progression assez folle à ce niveau-là. Mais par contre, on est sur 3,2 contre de moyenne par match, numéro 1 en WNBA. Et on est vraiment sur, je sais pas, cet aspect de dissuasion. Moi, tu vois, hier, je regardais le match contre le Fever. Elle n'a pas brillé particulièrement, mais tu sens vraiment déjà l'intelligence de placement, de où se situer quand l'attaque adverse arrive, de comment couper la ligne de passe, de vraiment se mettre devant l'arceau. Et elle est longue, elle est grande, elle est intelligente dans son placement. T'attaques en face, t'as pas forcément envie d'aller te faire contrer sur une Cameron Brink. Ouais. Et puis, à côté de ça, donc l'aspect défensif qu'on met en avant, l'aspect offensif, il y a du travail, il y a un vrai travail de fond, mais on sent déjà qu'il y a des fondamentaux qui sont acquis. Il y a un pourcentage à 3 points qui n'est pas énorme, mais vraiment sur un petit volume. Ça ne va pas être une shooteuse qui va prendre énormément de 3 points, et il ne faut pas, tant on voit la domination potentielle qu'il peut y avoir dans la raquette, il ne faut pas non plus qu'elle s'écarte trop. Mais vraiment, moi, c'est un vrai coup de cœur sur ce début de saison, Cameron Brink. Et puis ça fait du bien de parler un petit peu de Los Angeles. Quand c'est pas pour parler des Lakers. Et quand il fait tellement gris en France, c'est bien de parler du soleil de la Californie aussi. C'est clair. Donc, non, moi je te rejoins complètement pour compléter un petit peu sur la partie offensive. C'est vrai que on voit vraiment des promesses pour une joueuse qui débute. On a beaucoup parlé de Clark qui devait découvrir la sphère WNBA et comme toutes les autres rookies, mais du coup, c'est vrai que Brink aussi, sur un poste qui est toujours particulier hein, en NBA, en WNBA. J'ai pas fait le lapsus la semaine dernière, fallait bien que je le fasse aujourd'hui. Donc voilà, offensivement, plutôt polyvalente, ça bouge beaucoup, avec ou sans le ballon. Tu vois, c'est une joueuse qui va être active sur les phases offensives de son équipe. Je trouve ça vraiment intéressant. Et elle peut vraiment être un petit peu partout sur les différents endroits du terrain. Tu peux la voir dans les corners ou donc en périphérie. Au niveau du shoot à 3 points, on a parlé, le volume n'est pas énorme, mais on n'attend pas ça d'elle, donc c'est très bien qu'elle continue là-dedans. Il y a un vrai handle, ou en tout cas, il y a une vraie technique dans les mains, je trouve, qui est intéressante. Et ça, c'est des choses que tu n'as ou tu n'as pas. Tu vois, il y a des choses que tu peux travailler sur certains points techniques ou tout ça. Mais après, le talent et la façon dont tu tiens le ballon, il y en a qui ont plus de chances que d'autres. Et elle fait partie de celles qui ont été bien. Bien loties par la nature. Voilà, la loterie est tombée sur elle le moment venu, en tout cas. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant d'un point de vue offensif et défensivement. Oui, je te rejoins. On voit que son impact est déjà totalement immédiat. Il y a une vraie intimidation. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on ne voit pas dans les stats. Tu as donné quelques chiffres tout à l'heure et ils sont extrêmement pertinents. Mais voilà, il y a des éléments qui sont pas chiffrables ou qu'on ne trouve pas dans les feuilles de stats. Mais voilà, il faut regarder les matchs ou au moins les highlights, mais on vous invite vraiment à aller regarder les matchs. Les matchs de WNBA sont quand même plus courts que la NBA. Donc ça vous permet quand même d'aller pouvoir zioter si vous avez 1 heure et demie à occuper. Vous pouvez regarder un match de WNBA et là, comme ça, vous voyez vraiment l'essence même du jeu. Donc
Moi, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, on a une candidate. Alors, on est sur un échantillon court, encore une fois, mais sur cet échantillon-là, on a une candidate claire au rookie de l'année. Et pourquoi pas avec un doublé défenseur de l'année. Donc, on remet bien les bémols. On n'en est qu'à 5, 6, 7 matchs et à 2 semaines de saison régulière. Mais en tout cas, sur cet échantillon-là, elle est très, très, très intéressante et ça promet de belles choses pour cette équipe de Los Angeles. Je ne sais pas ce que tu en penses pour ces côtés un peu récompense individuelle, même si on est vraiment, encore une fois, qu'en début de saison. Ouais, non, je te rejoins tout à fait. Je te rejoins tout à fait sur ces récompenses individuelles. Moi, déjà, comme je te disais la semaine dernière, j'en fais l'une de mes favorites pour le titre de rookie de l'année. Oui. En même temps, quand tu es drafté à la 2e place, il y a un potentiel. Hein. Ce ne serait pas non plus une escroquerie qu'elle puisse être podium rookie. Et sur le titre de défenseuse de l'année, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, alors, restons tout à fait relatifs dans le parallèle que je vais faire. Mais Oula. tu vois, en tant que fan de basketball français, quand tu suis la saison de Victor Wembanyama aux Spurs, l'un des premiers trucs qui a été flagrant, c'est tout de suite l'impact défensif. C'est-à-dire que le mec arrive, il est long, il est grand, la dissuasion, l'intelligence de placement, le nombre de contres, tout de suite ça s'est vu. Alors à un niveau bien plus relatif, c'est ce qu'on voit un petit peu aussi chez Cameron Brink, c'est ce côté, je joue avec les pros, mais je sais déjà où me placer, je sais déjà comment utiliser mon corps pour gêner l'adversaire. Je sais, et alors j'ai plus la stat en tête, mais il y a aussi ce côté intimidation et je crois qu'elle a l'impact de son defensive rating quand elle est sur le terrain, le defensive rating du Sparks est genre monstrueux quand elle est sur le terrain et quand elle n'y est pas, l'écart est fou. Donc tu vois, il y a ce côté un peu Wemby où en fait j'arrive dans une ligue et j'ai un corps qui me permet tout de suite de dissuader défensivement. Donc sur le côté trophée individuel, je te rejoins. Moi, juste sur le Sparks, j'aimais juste un petit bémol. On sait que le Sparks ne jouera pas du tout le haut de tableau et les playoffs cette année. Ils sont plutôt en course pour aller choper les premiers tours de la draft l'année prochaine, mais elles gagnent des matchs. Donc, va falloir faire gaffe à arrêter de gagner trop de matchs. Va falloir commencer à mettre le tanking en place là, parce qu'en plus, gagner des matchs contre le Fever, qui sera potentiellement concurrent direct pour la draft, faut faire gaffe, tu vois. Faut être malin à ce niveau-là et faut pas gagner trop de matchs pour le start. Elles ont battu Washington, tu vois. Washington, voilà, et elles ont battu Indiana. Alors, elles avaient perdu aussi le premier match contre Indiana, mais c'est vrai que pour l'instant, sur les deux équipes les moins bien classées de la WNBA, il y a 2 victoires pour les Sparks et un revers. Donc, c'est vrai que si tu veux te placer pour les meilleurs pics, bon, il va falloir. Mais bon, en tout cas, on verra le moment venu pour tout ça. Mais ok, pour la comparo, ça s'entend. Vous serez d'accord ou non, en tout cas, avec ça, mais vous pouvez venir nous en parler. Ce sera avec plaisir qu'on en discutera. Dernier point, tu en as parlé un petit peu autour de Brink. Moi, je voulais vraiment aborder ce point-là parce qu'on l'a beaucoup encensé. Le principal travail pour moi, c'est la gestion des fautes. Il va vraiment falloir travailler là-dessus, mais elle, individuellement, bien entendu, mais collectivement. Il va falloir aussi que le coaching staff, que les systèmes défensifs mis en place et que le reste des joueuses de l'effectif, je ne suis pas en train de dire qu'elles ne font pas le boulot, mais qu'elles puissent permettre à Cameron peut-être de faire de faire des fautes moins bêtes ou de faire moins de fautes, de peut-être moins se montrer défensivement sur certaines phases. Et du coup, si elle fait moins de fautes, elle sera davantage présente sur le parquet et elle pourra encore plus impacter les performances de son équipe. Donc, axe de progression, mais évidemment, il y en a bien d'autres pour une joueuse qui n'a que 6 matchs en carrière pro dans les pattes. Voilà pour le focus sur notre joueuse des Sparks. On avait un autre focus dont on voulait parler. On en a parlé tout à l'heure un petit peu, Tom, quand on était sur le classement. On avait abordé le cas du Liberty et le cas des Aces. C'est maintenant. On va parler un petit peu de Las Vegas. Ouais, exactement. C'est pas forcément l'équipe dont on a le plus parlé sur ce début de saison, parce qu'on a voulu être un petit peu global et on a voulu faire des focus un petit peu sur toutes les équipes WNBA. Mais à un moment donné, on va pas avoir le choix de parler des tenants en titre, et de la meilleure équipe de la ligue, tout simplement. Tu sens vraiment que c'est l'équipe qui monte en pression tranquille, qui gère son tempo, qui, quand elle décide d'accélérer, elle gagne des matchs. Et puis, collectivement, tu as un effectif qui est monstrueux, avec un trio de joueuses au-dessus de la moyenne. Donc, tu as Jackie Young,
qui tourne sur le début de saison à 22,5 points de moyenne. Tu vas avoir Kelsey Plum aussi qui tourne à 20,8 points et AJ Wilson bien évidemment à 25,5 points. Mais globalement, tu sens ce niveau de domination. Je te laisserai parler un petit peu des autres stats globales de l'effectif, mais tu as les champions en titre qui font le taf. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une mise en jambe tranquille. Pour le moment, elles sont à quoi que je regarde leur bilan. Voilà, elles ont joué 4 matchs, elles sont en 3 victoires, 1 défaite. Très honnêtement, on va suivre encore une équipe qui sera présente en playoff. On ne va pas faire durer le suspense à ce niveau-là. Elles seront présentes en playoff. Elles seront favorites pour garder leur bague. Et il faudra se lever de bonheur pour les détrôner. Ah ouais, complètement. Moi, dans les chiffres que tu as donnés, pour compléter, donc Jay Wilson, donc 25 points et demi de moyenne, 12,8 rebonds, dont 10 défensives. Donc, c'est vraiment, si tu rates ton panier, tu n'as aucune chance de récupérer le ballon derrière parce que tu as Wilson qui va venir gober, c'est un aspirateur, tu vois. Donc, le 10, tu vois, est vraiment impressionnant, je trouve, dans la répartition des rebonds. Jackie Young, elle les passes aussi derrière, elle a quasi 8 passes de moyenne, un peu plus de 5 rebonds, et Kelsey Plum, c'est 5 rebonds. Donc, il y a les chiffres, il y a le scoring, mais il y a les autres petites stats autour, les passes, les rebonds offensifs, les rebonds défensifs. Tu dis, c'est compliqué en fait. S'il y en a une qui est peut-être un petit peu moins dedans, tu sais qu'il y en a au moins 2 autres qui vont tenir la maison A6 derrière. Donc vraiment très dangereux cette équipe-là. 2-3 autres éléments pour aller dans ce sens-là. Meilleure attaque de la Ligue à l'heure actuelle, donc 91,2 points marqués. En même temps, avec les 3 joueuses dont on vient de parler et avec leur scoring, tu m'étonnes que tu te retrouves assez haut placé dans les bilans statistiques offensifs. Numéro 2 en termes de passes décisives collectives. Le ballon circule, le ballon tourne bien, tout le monde croque un petit peu, donc ça qui est intéressant. Sur les pertes de balles aussi, c'est l'équipe qui en perd le moins de la Ligue. Elles sont à 10 balles perdues. On voit assez régulièrement, ça c'est un bémol que j'apporterai pour l'instant sur ce début de saison. Il y a des équipes qui perdent 19, 20, 21 ballons dans les matchs. Ça pique un peu quand même. Surtout sur un temps de jeu qui est quand même plus court qu'en NBA. Tu as quand même 2 minutes à chaque fois en moins par quart-temps. Et c'est vrai que 10 pertes de balles, là tu dis, voilà, ils savent bien conserver le ballon, ils savent bien tenir le cuir, et en plus, ils le distribuent comme il faut. Donc tu as vraiment toutes les qualités pour pouvoir avoir une attaque du tonnerre. 6e en termes de pourcentage d'adresse de la Ligue, et dans le top 5 en termes d'adresse longue distance. Donc voilà, les chiffres sont là pour les Aces. En même temps, 75% de victoire sur les 4 premiers matchs. Bon, tout va quand tout clique bien, c'est ça qui est intéressant. Et moi, ce que j'aime bien, pour faire un petit comparo, si je peux me permettre, avec cette équipe du Liberty, parce que c'est les 2 équipes qu'on voyait et qu'on voit toujours très haut cette année dans les classements WNBA, et évidemment pour aller le plus loin possible en play-off, et pourquoi pas refaire une affiche de finale. Du côté aussi du Liberty, il y a des joueuses majeures, il y a un côté un peu star system, tu vois, peut-être qui est aussi présent du côté des Aces, mais j'ai l'impression que pour l'instant, du côté de Las Vegas, c'est beaucoup plus fluide dans le jeu. Si on devait parler en termes de pourcentage d'avancée collective depuis le début de la saison, tu as l'impression que les Aces, elles sont déjà, je sais pas, elles sont à 60-65% de progression. Il y a encore de la marge, mais elles sont au-dessus de la moyenne. Et à côté, tu as une équipe du Mercury où, voilà, on parlait tout à l'heure, des fois ça joue qu'au talent, les systèmes offensifs sont pas là. Tu as l'impression que c'est un peu plus mou du genou, qu'il faut davantage travailler pour l'équipe finaliste que pour l'équipe championnat en titre. Bon, ça aussi, ça peut paraître normal quand c'est formulé ainsi, mais j'ai l'impression que sur le début de saison, les Aces sont davantage avancés, tu vois, sur leur plan de jeu, sur leur schéma et sur là où elles veulent aller. C'est ça, tu as un collectif qui est rodé. En fait, tu as un collectif rodé, tu as des joueuses qui se connaissent. Tu sens dans la façon dont elles mettent en place leur jeu offensif et dont défensivement elles arrivent à accélérer quand il le faut. C'est une équipe expérimentée, c'est les championnes en titre. Tu parlais de la distribution de balles, de la qualité de passes décisives. Tu as 3 joueuses à plus de 20 points de moyenne dans une équipe. C'est énorme. Donc, en termes de distribution, en fait, là où où je te rejoins là-dessus, et ça m'impressionne beaucoup plus que par rapport au Liberty, dans le côté un petit peu superstar, où tu as un trio qui ressort de grosses joueuses qui pourraient scorer.
c'est la répartition. C'est à quel moment chacune va prendre le truc en main pour aller scorer, à quel moment on va plus s'intéresser à la raquette, à quel moment on va plus s'intéresser sur Jackie Young à l'extérieur pour mettre un peu plus de dynamisme. Là où sur le Liberty, tu sens que c'est un peu en rodage, on ne sait pas trop, on va voir, on va voir Jonquel Jones si elle veut pas trop faire la tête, on va voir si Stewart va prendre un peu plus les choses en main, quand est-ce qu'elle va accélérer, si Sabrina va avoir un peu plus d'adresse. Là où le ici c'est rodé en fait, c'est une équipe rodée, c'est une équipe qui sait où elle va aller et qui sait comment y aller. Donc ouais, non, c'est impressionnant de domination, c'est impressionnant de domination. Ça déroule pour l'instant du côté de Las Vegas. Bon, voilà pour nos focus de la semaine. Las Vegas, on va pas les lâcher vu que c'est la suite de notre petite émission. Tom, avec les matchs à venir, on vous donne chaque semaine les 2, 3, 4 matchs sur lesquels vous pouvez peut-être mettre une petite alerte, une petite cloche sur votre téléphone ou le noter sur votre calepin si vous êtes un peu à l'ancienne pour vous dire ah oui, ce soir il y a match ou cette nuit il y a match. Voilà, si vous pouvez, si vous avez l'envie de suivre la WNBA mais que vous n'avez pas la possibilité de regarder tous les soirs et toutes les nuits les matchs comme Tom, on vous propose les différentes affiches à suivre. En tout cas, celles qui pour nous sont les plus intéressantes. Après, on vous promet pas de la qualité à chaque fois. Hein. Non, on ne promet pas de la qualité à chaque fois. Il y a un match, par contre, d'ores et déjà, cette nuit, qui sera ultra qualitatif. C'est-à-dire qu'on parlait des Aces, là, on a les Aces contre les Minnesota Lynx. Avec un duel d'intérieur, AJ Wilson, 2 fois MVP, contre Nafisa Collier, qui fait un début de saison. Bon, bref, on n'en parle même plus. 2 équipes qui jouent vraiment très bien. Donc ça, on vous le conseille, soit en effet en direct, si vous avez le temps, et de regarder les matchs en direct comme moi, bien évidemment. Mais sinon, bien évidemment, la WNBA propose des formats de full possession le lendemain. N'hésitez pas à vous abonner au WNBA League Pass, qui est vraiment pas cher. Donc ouais, vraiment ce match à suivre dans la nuit prochaine. Est-ce que toi, il y a un autre match qui va t'intéresser dans les jours à venir, Chris? Ouais, si. Alors juste à 2h du matin pour ce match-là entre Las Vegas et Minnesota, donc vous pouvez prendre note. Oui, bah, l'autre match, alors il y a un autre match moi qui m'intéresse pour continuer à grainer dans l'ordre chronologique. Le match entre le Sky, on parlait tout à l'heure du calendrier de Chicago qui a été intéressant. Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre encore cette équipe de l'Illinois, bah, vous allez alors pouvoir avoir une première opportunité dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h du matin, le Sky qui reçoit les Sparks de Los Angeles. Et donc, qui reçoivent en particulier Cameron Brink. On vous en a fait un focus sur les dernières minutes. Donc, inratable. On a parlé du Sky en début de podcast. On a parlé de Brink dans notre focus. Voilà, on vous a donné tous les éléments pour suivre cette affiche. Toujours extrêmement intéressant de voir ce que vont donner ces deux équipes-là, avec des objectifs différents pour la saison de ces deux équipes-là, mais une confrontation qui va valoir le coup en tout cas, et le duel entre Brink et Angel Reese, t'en as parlé, ton chouchou du début de saison là, voilà, on va avoir les yeux rivés sur ces deux joueuses-là, mais pas que bien entendu, mais en tout cas ça va être une confrontation à suivre. Donc Sparks à Sky dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h du matin. C'est ça, exactement. Écoute, ce sera un duel assez sympa entre 2 rookies, la numéro 2 et la numéro 7, sur le poste de pivot. Donc on va pouvoir suivre ça, ça va être bien cool. Et puis on resuivra aussi le Sky. Ce sera samedi à 18h sur beIN Sport, si je dis pas de bêtises. Le duel aussi, là aussi, de rookie entre Angel Reese et Caitlin Clark. Donc le Sky contre le Fever à 18h samedi. Potentiellement le premier match de Cardozo aussi avec le Sky numéro 3 de draft cette année. Donc on suivra ça avec intérêt. Et puis on peut se permettre aussi de faire un petit big up à Caitlin Clark, dont on n'a pas beaucoup parlé, dont on ne parle pas énormément sur ce début de saison, parce qu'on avait pris aussi le parti de parler des autres joueuses et de la ligue plus globalement. Mais Caitlin hier qui a sorti dans la défaite contre Los Angeles son plus gros match de la saison avec 30 points. Elle monte petit à petit en gamme aussi. Hein. Elle monte petit à petit en gamme. On sent qu'elle commence à prendre ses habitudes, qu'elle commence à prendre son rythme. Elle est vraiment amie avec le ballon. Moi, il y a une séquence hier où interception, shoot à 3 points derrière en transition. Il y a quand même du talent à suivre. Donc, ce sera intéressant de les voir aussi contre le Sky samedi à 18h. Profitez-en.
Ouais, c'est ça. Donc, match à suivre sur beIN Sport, le League Pass également. Mais voilà, si vous voulez des commentaires en français, vous pouvez les retrouver donc sur la chaîne de beIN Sport. C'est un beIN Sport Max en général. On vous laissera aller fouiller pour trouver ce match-là. Donc, 18h samedi, Chicago Sky à Indiana Fever. Voilà les 3 affiches qu'on voulait vous proposer pour cette fin de semaine et ce début de week-end. Comme ça, vous avez l'occasion de pouvoir suivre un petit peu de WNBA. Avant de clôturer notre épisode, Tom, notre petite info en plus, petite auto-promo un petit peu. Je te laisse expliquer un petit peu tout ça à nos auditeurs, auditrices du podcast. Ouais, bah carrément. Et bah, écoutez, moi, vous me connaissez sous le nom de Tom sur Twitter. Vous me connaîtrez potentiellement sous le nom de Coast to Coast. Et avec les différentes franchises WNBA, les comptes des différentes franchises WNBA France, on organise un space à partir de 19h ce mercredi pour revenir sur le début de saison, pour mettre en avant aussi la WNBA, parce qu'on vous le dit, c'est une ligue vraiment super à suivre et il faut vraiment monter dans le train. On abordera différents sujets et on fera en sorte que ce point devienne hebdomadaire, potentiellement tous les mercredis. Donc n'hésitez pas à venir vous connecter à 19h sur Twitter pour discuter avec nous et pour suivre un petit peu l'actualité de la WNBA avec des gens passionnés et qualifiés, très qualifiés, vu qu'on parle des comptes de franchise WNBA FR, donc les gens savent de quoi ils parlent à ce moment-là. C'est ça, plus qualifié que nous. Nous, on essaye de vous proposer une soupe qualitative, mais en tout cas, là, vous aurez de quoi parler avec tous ces membres-là qui sont super sympas en plus, qui sont abordables, qui répondent et qui eux aussi sont, je pense, pour la plupart, voire tous, ravis de voir la propension significative et positive que prend cette saison WNBA. Donc, extrêmement intéressant à suivre. J'essaierai de passer une petite tête, si j'en ai l'occasion, évidemment. Mais voilà, vous, allez-y. Peut-être que là, vous êtes en train de nous écouter en ce mercredi après-midi avec un podcast tout frais, tout chaud. Et ben, vous enchaînez si vous avez la possibilité. Et si vous nous écoutez un petit peu plus tard, on ne vous en veut pas. Vous retrouverez donc un autre space, donc dès mercredi de la semaine prochaine avec Tom, mais vous pouvez le noter dans vos rendez-vous. Comme ça, vous pourrez directement discuter avec Tom et avec les comptes de franchise de l'actu WNBA et poser vos questions. Ça sera toujours un peu plus intéressant quand on a des contenus interactifs. Voilà pour notre émission. Notre 4e N1 WNBA de la saison s'achève là. Merci Tom, évidemment, pour cette expertise toujours aussi magistrale. Bah écoute, ouais, merci à toi. On commence nous aussi petit à petit à rentrer dans notre saison, à prendre nos habitudes. Écoute. On commence à reconnaître les joueuses sans avoir notre petite fiche, tu sais. C'est ça. Dire, alors attends, le numéro 24, c'est laquelle? Ouais, c'est exactement ça. On commence. De toute façon, on s'en était pas caché. On est un petit peu rookie aussi sur ce sujet, mais on prend vraiment du plaisir à décortiquer ça et à essayer de vous sortir des analyses plutôt qualitatives. Donc, ouais, n'hésitez pas à nous rejoindre et puis à donner aussi votre avis, à venir discuter avec nous, que ce soit sur le Discord, que ce soit sur Twitter. On aime aussi partager ça avec vous. Donc ouais, n'hésitez pas. On prend tous les avis tant qu'ils sont constructifs et respectueux. Voilà, exactement. C'est la devise. En tout cas, merci Tom, merci à vous surtout de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de N1 WNBA. Vous aurez vendredi la NBA qui reprendra sa part du gâteau avec le podcast N1, évidemment avec la suite et peut-être la fin des finales de conférence. C'est terminé à l'Est, mais ce n'est pas encore totalement terminé du côté de Minnesota et de Dallas, en tout cas quand on enregistre en ce mercredi après-midi. Donc N1 NBA vendredi, N1 NBA également début de semaine prochaine. Et pour nous, le prochain rencard WNBA, ce sera donc la semaine prochaine. Et ce soir, 19h, évidemment, le space sur le compte Twitter de Tom Coast to Coast. Et vous trouverez ça, évidemment, sur les comptes de franchise FR, évidemment. On vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, bon week-end. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.